Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le dossier du jour. C'est nouveau, ça vient d'être officialisé. L'instance qui veillera désormais au bon déroulement de notre stratégie digitale au Maroc. L'Agence du développement digital vient de tenir son conseil d'administration présidé par le ministre de tutelle, Moulay Hafid El Alami. Parmi les experts que comptera ce conseil d'administration, le fondateur de la marocaine des e-services ou encore de la e-Muqata'a.ma, Tariq Fedli, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir accueilli. Alors tout d'abord, quel est le rôle de cette agence et quel est son champ d'action? Alors, le rôle de cette agence, en fait, concerne plusieurs axes stratégiques. Le premier, c'est qu'il y a une prise de conscience que le digital n'est plus une option, mais aujourd'hui une obligation. Donc, du fait, les trois stratégies avec lesquelles l'agence va commencer est d'abord le e-gov, chercher les moyens pour dématérialiser rapidement. C'est déjà en course, là. Oui, mais là, je pense que la stratégie va être revoir en fait le cadre, innover non seulement dans le côté technologique, mais aussi dans la partie contractuelle, administrative. Donc la partie e-gov d'abord, je dirais en parallèle. Après, l'économie numérique, c'est-à-dire comment assister les PME, les TPE, les PMI à digitaliser leurs entreprises. Et troisièmement, c'est le Maroc digital, c'est-à-dire comment on peut réduire cette gap de fracture numérique dans notre société, comment on peut introduire de l'éducation digitale dans le système éducatif et comment le digital peut impacter le quotidien des Marocains. On peut dire que vous avez du pain sur la planche avec tous ces points que vous venez d'évoquer. Pour parler justement, vous parlez de digital, est-ce qu'on peut aujourd'hui évoquer le mot révolution digitale au Maroc? Est-ce que nous sommes en train de prendre ce virage, mais de le prendre concrètement? Je pense que la création de cette agence, qui est parmi d'autres actions qui sont en cours de mise en place, est une preuve que, comme j'ai dit, il y a cette prise de conscience. Il y a aussi le fait que, au-delà de la révolution digitale, aujourd'hui, on est conscient que le digital peut être une opportunité économique extraordinaire. Si on voit les leaders mondiaux aujourd'hui, si on doit les citer comme Airbnb, Uber, WhatsApp, Facebook, c'est leur chiffre d'affaires annuel. Si on combine 2 ou 3 sociétés, c'est égal au PIB marocain. Donc, il ne suffit pas de dire que ramener de l'investissement au Maroc consiste à construire des usines qui nécessitent de l'infrastructure. Aujourd'hui, 2 jeunes avec une idée révolutionnaire dans un garage ou dans un cybercafé ou dans un café ici peuvent vraiment créer un impact énorme sur le pays. Donc il y a cette possibilité-là qui va faire partie de la stratégie de l'agence, c'est en fait créer un environnement propice pour l'évolution des idées innovantes, des PME et des startups marocaines. Puisque vous parlez de stratégie, comme dans toutes les industries nouvelle que connaît notre tissu économique, eh bien, l'industrie digitale a désormais aussi son propre écosystème. De quoi s'agit-il? De quoi est composé cet écosystème digital au Maroc? Alors, aujourd'hui, on voit il y a par exemple plus de 6 incubateurs qui sont présents dans la région de Casablanca et de Rabat, avec lesquels, je pense, le fonds Innovinvest va travailler pour faciliter l'accès au financement à ces startups. Il faut dire que dans mon expérience personnelle, en voyant ce qui se passe dans l'écosystème, il y a ces 6 incubateurs, il y a d'autres incubateurs qui sont en train de rejoindre l'environnement. Il y a plein d'idées, il y a plein de jeunes. Donc si on combine ce talent marocain de jeunes, porteurs de projets ou créateurs d'idées, avec les incubateurs, après il faut compléter le cercle avec des fonds, chose qui a eu lieu. Le rôle de l'agence justement, c'est en quelque sorte jouer le chef d'orchestre pour coordonner ces efforts. Il y a énormément d'efforts qui sont en train de se faire par rapport je veux dire dans les 4-5 dernières années. Maintenant il faut juste créer une synergie
et avoir, si vous voulez, quelqu'un qui coordonne ces efforts pour qu'on creuse tous dans le bon sens. Et quand vous parliez de jeunesse, il y a cet aspect de formation qui me vient à la tête. Est-ce qu'aujourd'hui, nous formons notre jeunesse à un futur où l'intelligence artificielle risque de détruire beaucoup d'emplois, mais d'en créer d'autres? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons les outils pour permettre à cette jeunesse d'affronter cette vraie révolution pour le coup industriel et digital? Si nous avons les outils ou pas, franchement, je ne saurais pas vous répondre, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le digital, ça peut s'auto-apprendre. Les ressources sont disponibles pour les personnes qui ont cette volonté. Notre système éducatif supérieur est en train de rattraper. Par exemple, si j'ai à citer le Big Data, il y a 2 ans, quand on parlait de Big Data et de Machine Learning, on ne trouvait presque pas de CV. Aujourd'hui, il y a des écoles qui se spécialisent dans ça. On commence à recevoir des CV de gens qui demandent des stages dans ces domaines-là. Donc, oui, il y a cette veille, si vous voulez, de la part du système éducatif marocain, mais revoir cette stratégie ou la manière dont on veille et comment on déploie ces programmes va aussi faire partie des tâches de l'agence. En fait, selon les experts, cette introduction à l'éducation digitale doit se faire dès le début. Elle doit être représentée dans les écoles publiques. On doit introduire quelques programmes. Par exemple, l'une des experts dans l'agence a lancé une start-up qui s'appelle Happy Coding, qui a l'objectif d'apprendre aux enfants à coder. Personnellement, je commence à avoir de plus en plus d'amis qui me demandent, voilà, j'ai un enfant de 6 ans, de 7 ans, comment je peux l'initier à la programmation. Donc, l'idée, c'est de voir, parce que, en fait, la programmation en soi, elle n'est pas vraiment qu'un outil informatique, c'est l'introduction à la logique, à l'algorithmique. Grosso modo, c'est comment apprendre à un enfant l'art de résoudre des problèmes, qui peut l'aider dans plusieurs facettes de sa vie personnelle et professionnelle. Donc, c'est parmi les belles choses sur lesquelles on va travailler, Inch'Allah, dans l'agence. Brièvement, je sais que le sujet est très profond et qu'il nous faudra un peu plus de temps pour en parler, mais brièvement, aujourd'hui vous avez parlé de levée de fonds, notamment pour les startups. Beaucoup de startups lèvent des fonds via des bitcoins. Or, aujourd'hui au Maroc, eh bien, cette crypto-monnaie, cette monnaie virtuelle est interdite d'usage. Qu'en pensez-vous ? Elle n'est pas vraiment interdite d'usage. Ce qui est interdit, selon la loi, c'est de prendre des dirhams, les convertir en devises et acheter cette... Donc on ne peut rien acheter avec des bitcoins au Maroc? Au Maroc. Voilà, donc oui, c'est interdit. Oui, mais je pense que les services concernés sont en train de voir la question de plus près. Par exemple, le mining, la contribution, bien la participation dans le réseau de ces crypto-monnaies. D'ailleurs, il n'y a pas que Bitcoin. Aujourd'hui, on compte plus de 400 crypto-monnaies qui existent sur le marché, dont la valeur varie de 0,01 de dollars jusqu'à 14 000 $, 13 000 $. 18 000 $. Oui. Et bien sûr, on commence à entendre que la valeur est en train de baisser, chose qui est normale. Alors, Tariq Fadli, justement, est-ce que c'est une réelle économie? Est-ce qu'il y a une réelle économie derrière les bitcoins ou c'est juste la plus grosse bulle spéculative qu'ait connue l'humanité? Moi, personnellement, je pense qu'il y a une réelle économie derrière, parce que c'est la logique. Je n'ai pas besoin d'être un expert en économie pour dire ça. Il faut juste savoir que derrière, le système est basé sur la confiance et la valeur. Et c'est exactement ce que notre économie, l'économie mondiale est basée sur ça. Aujourd'hui, quand vous allez dans un guichet automatique et vous sortez un billet de 100 dirhams, est-ce que vous pensez vraiment que ces 100 dirhams sortent de votre compte? Est-ce qu'aujourd'hui, on est sûr que ce qu'on a dans le compte bancaire nous appartient? Donc, il est estimé que seulement 10% du cash qui circule dans le monde entier, par rapport à la valeur de l'économie mondiale, il n'y a que 10% de cash. Donc, ce système est basé sur la confiance, il est basé sur la valeur.
qui est aujourd'hui un bitcoin, il est plus sécurisé qu'un morceau d'or. Parce qu'un morceau d'or, je peux le voler, je peux le modifier, mais un bitcoin, oui, ça peut pas être hacké. Ça peut se transférer anonymement, mais on ne perd jamais la trace, c'est impossible. Donc je pense qu'il y a un potentiel dans ce marché. Et aujourd'hui, pas seulement que l'Office d'échange, la direction des impôts, mais aussi Banque Maghreb, c'est des sujets qui sont très, très d'actualité dans ces offices. Que nous discutons sur ce plateau, que nous discuterons certainement encore une fois sur ce plateau avec vous. Merci beaucoup, Thaler Philippe. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était le dossier du jour. L'info continue sur Médien TV, Médien TV Afrique. Excellent suivi du programme.